Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de NXT du 9 mai, du 7 mai plutôt, parce que le 9 mai c'est le jour où est-ce qu'on enregistre, qui était un épisode vraiment très intéressant. Il y a eu des bonnes choses, il y a eu des trucs un peu osés, franchement, il y a un ou deux matchs que j'ai pas trop kiffé. Mais le reste, j'ai trouvé ça incroyable. On a le lancement du tournoi là, pour le titre nord-américain féminin qui va se lancer la semaine prochaine. On a annoncé les qualifiés. On a eu des choses très intéressantes avec The Family, avec la team là, de Noam Dar, Métaphore, j'ai oublié leur nom et tout. Bref, pas mal de petites choses intéressantes. Même si, bon, voilà, comme d'habitude, il y a des petits trucs qui vont pas. En tout cas, je trouve que comparé à la semaine dernière, je trouve qu'on a quand même un meilleur show, hein. Celui de la semaine dernière, j'avoue que j'ai pas kiffé. Là, je trouve qu'on est vraiment pas mal. Donc on commence avec le début, hein, l'opener, Wesley, hein, qui en plus nous fait une entrée un peu comme on voit de plus en plus à la WWE, hein, qui vient de l'extérieur et puis la caméra suit le catcheur, enfin je veux dire dans les coulisses et suit le catcheur entre guillemets jusqu'au ring. Et c'est vrai que c'est assez cool comme entrée avec Wesley qui nous dit à quel point il est heureux de faire son retour et tout. Enfin bref, c'était génial. Euh, du coup, Wesley affronte Josh Briggs, qui, tout comme Wesley et Ivar, qui va venir observer le match, sont les trois catcheurs en liste pour le titre nord-américain de Obafemi. Le match, il était vraiment très très cool. Alors, j'avais pas jusqu'à dire que c'est le meilleur match de Wesley ou le meilleur match de Josh Briggs. Je trouve que l'un comme l'autre, ils ont fait des meilleurs matchs, hein. Wesley, un de mes matchs préférés, c'est son match à Stand and Deliver quand il a défendu son titre contre Axiom, McDonough, Dragunov et Dragon Lee. Pour moi, c'est peut-être mon match préféré de Wesley actuellement. Après, il faut dire qu'il y en a eu plein d'autres qui étaient très très bons, hein. Celui contre Joey Gargano, Cameron Grimes et Bronson Reed était incroyable aussi. Et après, il faut dire qu'il a été absent tellement longtemps que c'est vrai que maintenant ces matchs, ils paraissent assez lointains. Mais dans tous les cas, à chaque fois, on est hyper diverti. Dans le cas de Josh Briggs, je crois qu'actuellement, mon match préféré de Josh Briggs, c'est celui qui a eu lieu. Alors, je sais plus si c'est Stand and Deliver ou plus récemment du côté. Non, je crois que c'est Stand and Deliver, hein. La défense de titre de Obafemi contre Ivar et Josh Briggs, hein. J'ai trouvé ce match génial. Si la performance de Josh Briggs au Iron Survivor Challenge était vraiment cool aussi. Bref. De toute façon, depuis qu'il est passé heel, je trouve Josh Briggs encore plus intéressant que quand il était face. Mais ça, c'est un avis personnel. En tout cas, le match entre les deux était quand même plutôt sympa, hein. On avait plus l'impression de voir un match en mode comment Wesley peut survivre dans un combat contre un géant. Et c'était plutôt intéressant. On avait d'un côté la force brute contre l'agilité, la vitesse et tout. C'était vraiment très très cool. Euh, Pendant ce match, Wesley ne réussira pas à placer le cardiac kick, hein, qui va être contré avec une sorte de backbreaker. C'était plutôt intéressant. Et vers la fin du match, Wesley, avec un dropkick, va pousser Josh sur Ivar, qui, comme je le disais un peu plus tôt, était là en train d'observer le match. Et du coup, Wesley va remonter dans le ring. Je sais plus comment il met Josh à terre, mais en tout cas, il termine le match avec son sauvrier de la troisième corde. J'ai été assez surpris qu'on termine là-dessus et pas sur le cardiac kick. Mais le match était vraiment très intéressant. Pendant que Wesley célèbre avec le public, t'as Josh et Ivar qui se battent. Wesley il part de troisième corde pour faire un salto à l'extérieur sur les deux gars. C'est génial. T'as Obafemi qui est sur le petit stage là en hauteur, qui regarde tout ça. Tout est très cool, franchement. Je trouve que l'opener est très très réussi. Ensuite, on enchaîne avec Shayna Baszler contre Carmen Petrovic, hein. On fait suite à leur rivalité du côté de la semaine dernière, où Shayna Baszler avait agressé Carmen Petrovic
pour donner la victoire à Lola Vice, hein. Enfin, techniquement, parce que Natalia était trop conne, hein, parce que, franchement, Natalia, elle tenait sa soumission quelques secondes de plus. Franchement, elle gagnait, hein, et ça allait pas tuer Carmen Petrovic d'être dans une soumission, quoi. Bref, surtout celle de Shayna Baszler est peut-être une des, j'ai envie de dire, une des moins dangereuses. Forcément, si la personne serre vraiment à la gorge, oui. Mais bon, on sait qu'on est dans le catch, on n'est pas à la boxe, donc cette soumission, c'est pas la plus dangereuse qui existe. Mais bon, en tout cas, le match, je l'ai trouvé vraiment cool, notamment pour la prestation de Shayna Baszler. Carmen Petrovic va s'en sortir quelquefois avec quelques bons kicks ou bons trucs pour revenir. Le public qui va bien la soutenir. Shayna Baszler qui vend très bien les prises de Carmen Petrovic, ça c'est cool. Mais surtout, ce que j'ai apprécié dans ce match, c'est de retrouver une Shayna Baszler au top de sa forme. En mode, mais vraiment dominante. Comment dire mince, comment dire j'ai le mot vicieuse en tête, mais c'est pas vraiment ce mot-là. Vous savez, c'est le Randy Orton des années 2000 qui prend son temps pour torturer son adversaire et tout. Là, c'est exactement pareil. Elle sort du ring, au moment, elle lève vous savez, le sort de tissu là qui cache les objets et tout en dessous du ring. Je me suis dit, mais elle va quand même pas sortir un objet et se disqualifier. En fait, non, elle prend juste le bras de Carmen, elle le fout là dedans pour frapper son bras et tout. Bref, elle fait son truc habituel quand elle bloque le bras en arrière et puis qu'ensuite elle fait une sorte de stomp sur le bras et tout. Enfin bref, elle est. Ah putain, j'ai pas le mot, ça me saoule. Globalement, elle est très minutieuse dans ce qu'elle fait, un peu comme le chef tribal également au début de son règne. Très méthodique, voilà, c'est le mot à choisir, méthodique pour faire souffrir son adversaire et tout. Franchement, j'ai adoré. Et au final, le match il se termine sur Karine Petrovic qui saute de la troisième corde, qui est contrée par Shayna, qui enchaîne avec sa soumission, dont je ne donnerai pas le nom parce que je ne sais pas le prononcer comme ça. Mais du coup, victoire de Shayna Baszler. En même temps, j'ai envie de dire, on est dans une certaine logique. Si Carmen Petrovic arrivait à battre l'une des rares meufs à avoir été double championne de NXT, qui est censée être la meuf la plus badass de la WWE parce qu'elle a battu Ronda Rousey à WrestleMania ou SummerSlam, là je sais plus. Bref, ça aurait été un peu bizarre que Carmen, avec si peu d'expérience, puisse battre Shayna Baszler, mais en tout cas, elle lui a donné du fil à retordre. C'était vraiment très très cool. Euh, et voilà, pas grand chose de plus à dire. Si après Shayna Baszler sur Instagram, elle a fait un petit post que moi j'ai repartagé, mais comme c'est mon Insta perso, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui doit le connaître. Euh, mais voilà, si certains veulent aller checker, hein, c'est Florian Temple, et puis voilà, normalement c'est ça. Et, euh, et du coup, Shayna Baszler a clairement dit, voilà, ici NXT c'est ma maison, c'est là que tout a commencé pour moi. En plus, j'ai été la championne la plus dominante et avec le règne le plus long. Donc à vérifier. Moi, j'avoue que NXT de cette époque-là, je connais beaucoup moins que la période plus récente. Mais du coup, comme j'ai mis, ça donne envie. S'il faut que pour une première fois, on ait une femme qui soit 3 fois championne de NXT, ben pourquoi pas Shayna Baszler. En tout cas, moi je dis pas non pour vraiment retrouver l'ancienne Shayna Baszler au top de sa forme. Ensuite, on a eu un truc qui était sympa sans plus, c'est le NXT Women's Combine, où globalement on montrait les exercices qui ont mené à ce que on ait les 12 femmes qualifiées pour le tournoi afin de déterminer la première NXT Nord-Américaine Championship. Bref, et en vrai, j'ai trouvé ça sympa, sans plus. Alors, ce qui a été jugé, c'était la rapidité, la force, la puissance, si je dis pas de bêtises, et le conditioning. Je sais pas comment traduire ça. Et j'avoue, j'ai pas regardé. Mais en vrai, j'ai trouvé ça intéressant sans plus.
Parce qu'on les a vu faire des exercices, hein, plein de trucs, hein, que ce soit des sauts en hauteur, soit en longueur, des lancers, des courses dans les cordes, enfin bref, on les a vu faire plein de choses, sauf que ben il y a des trucs qui honnêtement étaient un peu bizarres entre ce qu'ils racontaient et ce qu'on voyait. Par exemple, ils ont mis beaucoup l'accent sur Michin. On s'est dit, bon, ok, très bien. Et il y a même des moments où il est en mode, ouais, je crois que c'est un moment où ils mettent énormément en avant Jaida Parker, notamment montrant le truc de saut. Enfin, en gros, ils sautent en hauteur, ils doivent taper sur un truc pour décaler des trucs en métal là. Et bah, forcément, plus t'es haut, plus t'en décales. Et vraiment, ils sont vraiment en fond, ouais, Jada Parker, elle est géniale, elle a très bien réussi le truc, alors qu'en fait, quand tu check toutes celles qu'on a vues sur le même exercice, en fait, Jada Parker était clairement l'une des moins bonnes. Et tu dis, ok, alors là, vous êtes en train de dire, elle est géniale et tout, alors que c'est clairement celle qui a été la moins bonne sur l'exercice, ou une des moins bonnes. Ok, je comprends pas. Bref. Mais voilà, j'ai tout juste trouvé qu'en tout cas les commentaires n'étaient pas toujours justifiés par rapport à ce qu'on nous montrait, mais en tout cas c'était plutôt sympa. Et au final, au micro de, c'est comment, Kelly Kincaid ou Cathy Kelly, bon je sais plus, je crois que c'est Kelly Kincaid, Avarain va annoncer les 12 qualifiés pour le tournoi, dont d'ailleurs la semaine prochaine, on verra en conclusion, il y aura déjà 2 matchs de qualification parmi sur les 6, hein. Et du coup, ces 12 femmes qualifiées, dans l'ordre des notes qu'elles ont reçues, c'est Sol Ruka, Thea Hale, Jada Parker, Bryn Leris, Michin. D'ailleurs, Michin, tu vois, elle est. Attends, 1, 2, 3, 4. Elle est 5ème du classement, alors que vraiment, pendant les petites promos, là, enfin les petits segments, on t'a vraiment vendu Michin comme si c'était vraiment la meilleure. Quoi. Sol Ruka n'en a pas parlé, Thea Hale on l'a même pas vu, alors que ce sont les 2 premières du classement, celles qui ont eu les 2 meilleures notes. Tu dis ok, c'est trop bizarre. Ensuite, on a eu Lash Legend. Pareil, Lash Legend, 6ème, ils en ont beaucoup parlé, je crois que sur un truc de saut en longueur, non, dans la puissance peut-être. Ouais, où il fallait lancer le ballon en arrière, ou je sais pas quoi, enfin la balle, enfin pas la balle, plutôt une énorme boule, hein. Bref. Mais pareil, elle est 6ème, mais on l'a beaucoup mis en avant. Ivy Nile, Easy Dame, pareil, qu'ils ont un peu vendu et tout sur la puissance, mais encore une fois, qui est vers la fin du classement. Kelani Jordan, Tatum Paxley et Ren Sinclair, pareil. Ren Sinclair, ils ont essayé de la vendre aussi, alors qu'elle est la dernière du classement au niveau des notes. Enfin bref, j'ai trouvé ça un peu bizarre qu'ils te teasent à mort celles qui sont entre milieu et fin du classement, mais pas celles qui sont au premier. Bon, Jaya Parker, les 3ème du classement, ils l'ont pas mis en avant, mais genre Thea Hale et Sol Ruka, on a à peine dû les voir vite fait, et ils en ont même pas parlé, alors que bah, c'est celles qui ont eu les meilleures notes. Enfin, c'est trop bizarre. Enfin, j'ai trouvé que, bon, les noms, c'est plutôt cool. Il y a quand même des trucs qui sont un peu bizarres, hein, comme voir Michin, alors que Michin, techniquement, elle est à SmackDown ou un truc comme ça. Pareil, Ivina, elle est à Raw SmackDown, elle est quand même dans le tournoi. Bon, ça, à mon avis, ça veut dire que c'est quand même des meufs qu'on te met là parce que, bah voilà, le public il va être content, mais t'es sûr qu'elles vont pas gagner. Genre, je veux dire, ça n'aurait aucun sens que la toute première championne nord-américaine vienne de SmackDown ou Raw, ce serait complètement débile. Donc, déjà, ça fait qu'on te met 2 catcheuses que tu sais qu'elles ne gagneront pas. C'est un peu bizarre. Mais bon, c'est comme ça. Après, au vu des noms, hein, c'est quasiment. J'ai envie de dire, c'est quasiment sûr que Sol Ruka va repartir avec le titre. Mais j'aimerais beaucoup, moi, voir Tatum Paxley avec une ceinture. Tout mon choix personnel, hein, depuis qu'elle a eu son nouveau personnage, là, un peu chelou, aux côtés de Lyra Valkyria et tout, moi, j'ai vraiment kiffé. Et franchement, je vois bien, enfin, je sais pas que je vois bien Tatum avec une ceinture, mais j'ai envie de l'avoir avec une ceinture. Et avec les performances qu'elle nous a fait ces dernières semaines, qui a surpris absolument tout le monde, ça donne encore plus envie d'avoir récompensé. Mais c'est vrai que quand je vois les noms, que ce soit Sol Ruka, Fallon Heidi ou Thea Hale, je suis quasiment sûr que ça va jouer entre une de ces trois-là, et que malheureusement, bon bah Tatum Paxley elle va vite passer à la trappe, j'en suis quasiment sûr. Quasiment sûr. C'est très dommage, parce que c'est celle que je soutiendrai le plus dans ce tournoi. Mais voilà. Donc on verra à partir de la semaine prochaine ce que tout ça va donner. Ensuite, on a eu un match pareil où je me suis vraiment bien amusé, hein. De toute façon, je crois que c'est le dernier match que j'ai trouvé intéressant avant
le main event, Tyriek et Tyson contre Dempsey et Miles Bourne. Voilà, parce qu'il y a eu, ça c'était le bordel. Il y a plein de gens qui sont parlés backstage à ce moment-là. Il y a plein d'équipes de partout. Enfin bref, c'était un gros bordel. Et, euh, et du coup, il y a un match par équipe suite à ça. Et on nous dit, oui, l'arbitre, il peut pas être présent. Donc on se trouve avec un arbitre spécial. Et il se trouve que c'est Stax qui va faire l'arbitre. Et pareil, alors ça c'est dommage qu'ils l'ont pas montré à NXT. Mais on l'a vu à nouveau sur Instagram, sur le compte de NXT, que en fait ils avaient enfermé l'arbitre dans un frigo et que du coup c'est comme ça que Stax a pu prendre sa place. Bref, le match était vraiment sympa, même si c'est pas spécialement le catch qui était le plus mis en avant ici. Vraiment, c'était clairement une histoire de vengeance, voilà, de faire payer à No Quarter Catch Crew de ne pas respecter les règles, hein, de ne pas respecter leurs dettes, de ne pas donner de chance pour la coupe. Et du coup, The Family fait payer euh, à Dempsey et sa bande du coup, voilà, de ne pas faire les choses comme il faut. Euh, du coup, j'ai trouvé tout ça très intéressant. Parce que c'était très drôle, hein, Stax qui a beaucoup aidé Tyriek et Tyson, qui d'ailleurs vont gagner ce match, notamment par un petit paquet, et sur Dempsey en plus, puisque à force de faire n'importe quoi, Dempsey il va pousser Stax, qui techniquement aurait pu le disqualifier, mais Stax va juste lui foutre une grosse droite, et du coup Tyriek ou Tyson vont en profiter pour faire un petit paquet. Ou en plus Stax va faire un contre rapide. Et ça qui était marrant, c'est que quand c'était Tyriek ou Tyson, Stax il faisait un compte rapide. Quand c'était quelqu'un de la team d'MC, et du coup il faisait un compte très lent. Genre, à un moment donné, il est là en train de. C'est sur la fin, il est vraiment en train de calculer. Attends, je regarde bien plusieurs fois que les épaules touchent bien le sol avant de faire le tomber. C'était trop drôle. Euh, Tout ce truc avec le tag où il est en mode non il faut faire le tag comme il faut et tout. T'as un moment où Dempsey et Bourne ils veulent faire une prise à deux et puis t'as Stax qui chope Bourne qui fait non mais toi t'es plus censé être dans le ring, tu sors et tout. Pareil sur les prises dans le coin, normalement tu vois les arbitres ils comptent doucement jusqu'à 5, enfin en général à 4, les catcheurs ils arrêtent tous à 4, sauf que là Stax il le compte très très vite parce que c'est Bourne ou Dempsey, enfin bref. En fait j'ai adoré ce match. Et je pense que, parce que même le public était vraiment investi dedans, hein. Quand Stax il compte très très lentement avec le jusqu'à 2 et vraiment t'as comment dire, t'as tout le public en mode oui oui ça fait que 2 alors que techniquement un vrai arbitre il aurait compté jusqu'à 3 ou 4 quoi. Et je trouve ça très drôle parce que le public est investi, le public est content de voir les No Quarter Catch Crew être en train d'être punis par The Family et notamment par Tyriek et Tyson puisque c'est eux qui donnent les coups. Et franchement, j'ai adoré pour tout ça, le côté un peu, je vais pas dire comédie parce que c'est pas non plus de la comédie, mais pour la punition, moi je trouvais ça incroyable. Surtout qu'au final, on a Dempsey, voilà, qui après tout ça va comment dire, va lancer le challenge, hein, que un des trois membres de l'équipe va affronter Tony D'Angelo pour la coupe la semaine prochaine et on en reparlera un peu plus en conclusion parce que voilà, j'ai une théorie sur ce qui pourrait se passer et disons que c'est pas une théorie qui m'arrange énormément. Ensuite, on a eu un match, et là, c'est le moment où j'ai commencé à être moins dans les matchs. Michin contre Ariana Grace. Alors, déjà, Michin, c'est méchant de la façon dont je vais le dire, mais j'en ai rien à faire. Voilà, c'est clair, j'en ai rien à faire. Je l'ai quasiment jamais vu catcher, je la connais quasiment pas, donc je suis pas hyper investi. Et en plus, faut le dire, ce match, il était pas non plus excellent, quoi. Michin, elle a pas montré des trucs qui m'ont fait dire, ah, c'est une catcheuse incroyable. Donc, déjà, pas hyper investi derrière Michin. Et Ariana Grace, j'aime beaucoup son personnage, elle me fait marrer, hein, c'est la digne successeuse de son père, hein, Santino Marella.
Mais c'est pas non plus le catch que je préfère. Le comedy wrestling c'est sympa, mais c'est pas non plus mon favori. Et quand en plus bah, t'as une personne que t'aimes bien contre une personne que tu connais pas et que tu t'en as rien à faire, du coup l'investissement est beaucoup moins facile à avoir. Après le match était sympa, on a Ariana Grace qui a tenté une gruge avec les mains dans les cordes, ce qui va plus ou moins mener à sa défaite, hein, puisque l'arbitre va le voir, les deux vont un peu s'embrouiller et du coup ça va permettre à Michin de revenir et de gagner avec son finisher. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire, hein. Le match était, comme j'ai dit, hein, c'était sympa, sans plus. Ça aurait pu être beaucoup mieux, mais bon, voilà, c'était juste un petit match comme ça. En fait, je sais même plus. Ouais, si, je crois que ça affronte par rapport à la semaine dernière où ils se sont tous frappés dessus, mais bon, voilà, honnêtement, j'en avais rien à faire. Ensuite, on arrive à un moment qui était un peu plus intéressant déjà, qui remonte un peu le niveau de l'épisode. C'est le Supernova Session avec Trick Williams en invité spécial. Donc au début, ça part un peu dans tous les sens, hein, je n'ai pas trop suivi. Et ensuite, on a enfin la fameuse vérité, hein, voilà, qui est en fait une photo. Alors en gros, c'est une photo où Trick Williams et Noam Dar se sont battus pour aller sur la route du titre de NXT, si j'ai bien compris. Et en gros, Trick Williams a battu Noam Dar, sauf que sur la photo, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, c'est que Noam Dar avait le pied sous la corde. Et qu'est-ce qui se passe quand le pied est sous la corde? Eh ben, normalement, ça brise le tombé. Voilà, c'est pas que avoir le pied sur la corde ou la main dans les cordes. Avoir le pied sous la corde, ça compte également. Ce qui fait que techniquement, Noam Dar n'a pas perdu ce combat. Et du coup, tout le truc va tourner autour de ça afin que Noam Dar se place comme challenger au titre de NXT face à Trick Williams. Après, il y a toute cette petite histoire entre Trick Williams et comment elle s'appelle, Lash Legend, voilà, où les deux se draguent. On a une sorte de révélation comme quoi il pourrait y avoir une relation entre les deux et tout. Bref, bon, ça m'intéresse moins. Mais en tout cas, tout ça va énerver Noam Dar. En plus, c'est très bien filmé parce que t'as Trick Williams et Lash Legend au premier plan, et puis juste entre les deux, tu vois Noam Dar avec ses réactions. C'est très bien filmé en tout cas. Et au final, Noam Dar il va péter un câble, il va envoyer une sorte de coude retourné qui va mettre KO direct Trick Williams. Et il va poser 2 secondes avec la ceinture de NXT. Et là, je me dis, quand même, Noam Dar avec la ceinture de NXT, il pose bien, ça lui va bien. Franchement, je trouve que Noam Dar avec le titre de NXT, pareil, je dis pas non. Hein, que Shayna Baszler récupère le titre, je dis pas non. Que Noam Dar soit champion, je dis pas non. Parce que franchement, la ceinture, ça va bien aux mains de Noam Dar. Bref, en tout cas, c'est mon avis. Après, moi, j'adore Noam Dar, donc voilà. Et ensuite, voilà, il repose le titre. Ensuite, il y a une petite altercation avec Javon Evans à la fin de l'épisode qui mènera un match entre les deux la semaine prochaine. Voilà. Donc en tout cas, c'était plutôt sympa. On savait pas trop à quoi s'attendre comme vérité. Et honnêtement, je suis content que ce soit un truc simple et pas un truc en mode what the fuck et tout, que Trick Williams aurait caché au public et tout. Non, là c'est juste une victoire non méritée de Trick Williams sur sa route du titre d'NXT. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Et on verra ce que ça va donner par la suite. Ensuite, on a eu un match pareil où j'en avais pas grand chose à faire, un peu comme pour Michin Ariana Grace, c'est avec une catcheuse que j'aime bien, une catcheuse dont j'en ai rien à foutre. Parce que Kelani Jordan, je trouve que c'est une très bonne catcheuse. Alors je dis pas que Michin c'en est pas une, mais je veux dire que Michin, j'ai jamais vu ça. Enfin, je l'ai jamais vu faire quelque chose qui m'a impressionné ou qui me fait dire ouais, c'est une excellente catcheuse. Là où Kelani Jordan, je reconnais que effectivement le in-ring est plutôt bon, même très bien, hein, des fois quand elle voltige et tout, c'est vraiment bien. Mais en termes de personnalité, c'est nul, hein. C'est juste la bonne copine des gens et puis c'est tout. Donc franchement, j'en ai un peu rien à faire de Kelly Jordan. Par contre, Fallon Henley, j'ai toujours bien apprécié Fallon Henley. Bon, j'ai toujours préféré Kiana James à Fallon Henley, pour ceux qui voient les anciennes histoires, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Mais j'ai toujours plus ou moins bien apprécié Fallon Henley. En tant que heel,
pour l'instant, c'est pas non plus incroyable, dans le sens où son personnage il est heal juste parce qu'il veut penser à lui-même. Mais je veux dire, tu peux très bien être un face et penser à toi-même également. Le personnage de Trick Williams, c'est clairement ça, hein. Le personnage de Trick Williams, c'est le mec qui pense à enfin, qui pense à devenir champion, qui pense à sa propre carrière, et pourtant qui reste un personnage gentil. Donc, bon, je veux dire, voilà, t'as pas besoin d'être heal pour devenir entre guillemets égoïste, comme le reprochait Carmelo Hayes à Trick Williams. Mais, mais je trouve que dans l'attitude et tout ça, je trouve que Farhadi se débrouille plutôt bien, comme Roxane Perez notamment. Euh, le match en lui-même était plutôt sympa. On a eu un match plutôt honnête, hein. Après, j'aurais préféré avoir quelqu'un d'autre que Kelani Jordan, parce que vraiment leur match est juste oh, je comprends pas pourquoi tu deviens méchant. Tu sais, oh, parce que maintenant je pense qu'à moi, je pense plus à mes copines. Et puis bah voilà, on a un match entre les deux. Bon, voilà, pas le plus intéressant, mais bon, j'ai envie de dire, ça reste sympa. D'ailleurs, pendant cet épisode, j'ai réussi à ne pas détourner mon regard d'un match dans le sens où vous savez il y a beaucoup d'épisodes hein, où je le dis où j'ai pas été dans le match, j'ai été complètement sur autre chose que j'en avais plus rien à faire. J'avoue que sur cet épisode j'ai réussi à rester concentré sur tout, même si pourtant j'avais super mal dormi, mais j'ai réussi à rester concentré sur tous les matchs. Donc c'est que quand je reste concentré sur les matchs, c'est que c'est pas non plus mauvais, mais c'est juste que bah voilà, euh, tu ressors de l'épisode, c'est pas ces matchs-là que tu retiens quoi. Bon, voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, hein, c'était juste sympa, sans non plus être excellent. Ensuite, on reste à nouveau dans du sympa sans plus, avec Lexis King contre Duke Hudson. Voilà, où on a un match parce que Lexis King, enfin, on a Terhale qui parle à Ridge Holland backstage, c'est Chase Vassé qui vient, tout le monde est content, Lexis King il vient foutre la merde comme d'habitude, et du coup, au début Ridge Holland veut se le faire, sauf que bah, c'est Duke Hudson qui va s'interposer, et du coup on a le match là, et bon, le match était plutôt sympa, mais à nouveau, c'est un match sympa sans plus. On a Alexis King qui va s'en prendre à Thea Hale à un moment donné. Alors, il va pas s'en prendre physiquement, bien sûr, mais il va commencer à l'engueuler et tout backstage. Ce qui fait que Ridge Holland va se ramener avec une chaise, puisqu'il dira plus tard que Thea Hale lui fait penser à sa fille, et donc quand on attaque quelqu'un, enfin, on s'en prend à quelqu'un qui fait penser à sa fille, bah, il devient violent. Bon. Et du coup, il va apporter une chaise sur le ring, sauf que bah, l'arbitre, il va l'enlever, et en l'enlevant, ça va détourner Duke Hudson, qui va se prendre un kick, puis le finisher de King, pour la victoire. Du coup, Lexis King l'emporte, à cause de Ridge Holland, qui a voulu protéger Terhale, qui n'était pas dans le match. Bon, voilà, encore une fois, un match sympa mais osef, hein, dont on n'a pas grand chose à faire de ce qui se passe. Le main event par contre était plutôt pas mal, et oui, on a eu Roxanne Perez contre Chelsea Green pour le titre de NXT, et oui, comme tout le monde est dans la course du titre nord-américain, bah du coup Roxanne Perez n'a pas vraiment d'adversaire pour son titre de NXT, et donc se retrouve à affronter les gens du roster principal, et Chelsea Green, eh ben au début j'avais un peu peur, parce que Chelsea Green, c'est pas une catcheuse qui a eu l'occasion de montrer de grandes choses sur le ring. Notamment parce que moi je la connais surtout comme étant en équipe avec Piper Niven. Et c'est vrai que quand tu es en équipe avec Piper Niven, bah tu peux pas trop briller parce que la WWE a toujours ce système quand ils font une équipe, c'est que t'en as un qui est le fort et t'as l'autre qui se fait bolos. Les équipes de la WWE, c'est tout le temps ça. T'en as un qui est totalement faible, qui prend cher, et l'autre bah, qui arrive et qui fait le ménage. Et du coup, Piper Niven avait ce rôle-là hein, de celle qui prend cher, et Piper Niven de la force brute de l'équipe. Et du coup, Piper Niven, pas Piper Niven, mais Chelsea Green a surtout brillé dans le comedy wrestling. Voilà, notamment au Royal Rumble où sa performance était vraiment incroyable. Et après, bon, bah, elle n'a pas brillé beaucoup plus.
Euh, et du coup, au début, j'avais un peu peur de ce que ce match allait donner. Et en fait, bah, c'était très cool. Et en fait, Chelsea Green, elle me rappelle. Mince, j'avais son nom pendant que je regardais l'épisode tout à l'heure. Comment elle s'appelle? Dans Peyton Royce, voilà. Peyton Royce, pareil, quand elle faisait partie d'Iconics avec Billy Kay, elle était un peu la. Enfin, les deux, en plus, n'étaient pas construites très très fortes. On n'avait jamais eu l'occasion de voir des grandes choses de ces deux femmes-là. Et pourtant, il y a un moment donné, je crois qu'on a vu un match entre Peyton Royce et Charlotte Flair, genre je crois une connerie du genre. Et là, Peyton Royce avait sorti une performance géniale, et tu dis waouh, elle sait faire ça, Peyton Royce, pourquoi elle le fait pas quand elle est en équipe, quoi. Et bon, après, elle s'est fait virer avec Billie Kay, puis elles sont redevenues championnes dans une autre compagnie, mais euh, Chelsea Green, elle m'a vraiment fait penser à ça, dans le sens où tant qu'elle est en équipe, ben, on voit pas spécialement le talent qu'elle a, à part le côté comédie. Par contre, dans ce un contre un, c'était génial. Dans ce un contre un, Chelsea Green a montré des trucs qui étaient très très cool. Franchement, elle s'est bien battue. À un moment donné, elle envoie un missile dropkick de la troisième corde. Tu te dis, mais what? Vraiment? Chelsea Green, elle sait faire ça? Pourquoi elle le fait pas habituellement quand elle est en équipe? Pourquoi elle est juste pas à se faire casser la gueule pendant tout le match? Alors que là, dans un contre un contre Roxane Perez, elle sort une performance qui est géniale. Je veux dire, je comprends pas, vraiment, la construction des catcheurs ou des catcheuses parfois à la WWE ne fait aucun sens. Vraiment, hein, comme là avec Chelsea Green, elle est en équipe, elle est complètement nulle, et une fois qu'elle est toute seule, ben, elle fait face à une championne. Tu te dis, pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous n'avez aucune logique dans vos personnages? Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce match. Franchement, Chelsea Green, elle a été incroyable. En fait, j'ai tellement l'habitude de la voir être, entre guillemets, pas super douée, que j'ai trouvé sa performance juste géniale. Et Roxane Perez, bon, je vais pas le dire parce que bah, elle est juste géniale tout le temps. Donc voilà, malgré qu'encore une fois que son hit turn était nul à chier, le reste, avec Roxane Perez, je veux dire, dans les matchs, on sait qu'on va avoir du lourd, quoi. Donc très très bonne défense. Au final, Roxane Perez l'emporte avec son Pop Rocks, hein, qui avait été d'abord contré une fois. Et la deuxième fois, bah, c'est passé. Victoire de Roxane, qui conserve son T2 NXT. Bon, ce qui était plutôt logique puisque Piper Niven fait partie du roster principal. On va donc conclure cet épisode, hein, qui, comme je l'ai dit, était un épisode beaucoup mieux que la semaine dernière. J'avais pas du tout aimé la week 2 de Spring Breaking. J'avais trouvé que la nuit 1 était très très bien. La nuit 2, à part le retour de Wesley et le main event avec le Underground match, le reste, j'avais trouvé ça pas top top. Et là, on est revenu sur un bon épisode, hein. Franchement, encore une fois, il y a eu deux trois matchs que j'ai trouvé complètement osef. Mais dans la globalité, j'ai beaucoup aimé cet épisode. Donc on revient sur les previews et on conclut la vidéo. Donc en preview, on aura deux matchs pour les qualifications du titre nord-américain féminin. Donc on aura Sol Ruka contre Izzy Dame. Bon, je suis quasiment sûr que Sol Ruka va gagner, hein, franchement. Vous y croyez, vous, que Sol Ruka peut perdre au premier tour alors que c'est clairement l'une des favoris du public? Moi, j'y crois pas. Je crois qu'on est quasiment sûr que Sol Ruka et passe. Et on aura Lash Legend contre Ivy Nile. Bon, là, je vois beaucoup plus Lash Legend gagner. Lash Legend, elle est à NXT. Il y a toute cette histoire avec Métaphore, avec Trick Williams. Ivy Nile, elle vient du roster principal. Je vois pas l'intérêt de faire gagner Ivy Nile alors qu'elle est plus de NXT. Bref. On aura un match entre Noam Dar contre Jivon Evans. Je pense que ça va être un excellent match. J'ai très très hâte de voir ça au vu de ce que les deux hommes nous apportent habituellement. Même si Jivon Evans est là, a fait que deux matchs pour l'instant dans le NXT normal, mais voilà. Et on aura Tony D'Angelo contre un gars du No Quarter Cash Crew pour la Coupe Heritage. Mais ce que j'ai pas précisé, c'est que à la fin de l'épisode, The Family va kidnapper Damon Kemp et Miles Bourne, ce qui fait que globalement, bah, le match c'est Tony D'Angelo contre Charlie Dempsey pour la coupe. Ce qui fait qu'il y aura deux issues possibles au match de la coupe. Soit Charlie conserve sa coupe, il peut la conserver de deux manières possibles, soit il la conserve en étant plus fort que Tony D'Angelo, c'est faisable, soit il la conserve parce que
son équipe, bien que kidnappé, arrive à revenir, provoquant comment dire, un détournement et que Tony D'Angelo se fasse battre là-dessus. Pourrait y avoir euh, également une victoire de Tony D'Angelo avec un Dempsey qui est comment dire, déboussolé que son équipe ne soit pas présente. Bref, plein de cas possibles, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai un peu peur qu'on tombe sur le cas de Charlie Dempsey contre Tony D'Angelo, qu'on arrive à du 1-1 de chaque côté, et qu'au moment où Tony D'Angelo il peut gagner, on est Damon Cape et Miles Bourne qui arrivent quand même à faire leur retour alors qu'ils étaient enfermés on ne sait où, et qui du coup provoque la défaite de Tony D'Angelo. J'ai très très peur que ce soit ça qui se passe. Je l'espère pas, mais on verra bien la semaine prochaine ce qui va se passer. En tout cas, très bon épisode, très hâte de voir un peu ce qui va se passer la semaine prochaine. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.